bienvenue dans notre deuxième épisode du Moodcast, le podcast Moodle FR, le rendez-vous mensuel dédié à la communauté francophone de Moodle. Je suis Azélis et aujourd'hui nous accueillons Jean-François Lecloirec, directeur d'e-Learning Touch, Théo Potier, chef de projet chez e-Learning Touch, et Romain Morvan, co-directeur de Corollaire. Ensemble, ils vont nous dévoiler les clés de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Moodle. Et pour rester toujours plus au courant des actualités de Moodle et de la communauté francophone, je vous partage en fin d'épisode les actualités de Moodle et les derniers développements menés par l'équipe R&D d'e-Learning Touch. Alors, prêt à plonger dans ce Moodcast riche en informations, conseils et innovations ? C'est parti ! Bonjour Théo, bonjour Jean-François et bienvenue dans ce podcast l'IA dans Moodle. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui vous êtes là tous les deux puisque vous êtes nos spécialistes sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans Moodle. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être rapidement vous présenter pour expliquer votre rapport à l'intelligence artificielle et à Moodle ? Donc moi je suis chef de projet chez e-Learning Touch et je m'occupe notamment de tout ce qui va être l'IA, intégration de l'IA dans Moodle. Donc à différents niveaux, que ce soit des plugins développés par la communauté ou des plugins développés en interne et des solutions qu'on met pour nos clients. Merci Théo. Et moi je suis fondateur et directeur d'e-Learning Touch et je suis de près à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle parce que ça va être un élément certainement très stratégique dans les prochains mois et les prochaines années que l'on a en face de nous. Merci pour votre présentation. Ce que je vous propose, c'est d'introduire comment est-ce qu'on peut intégrer ou utiliser l'IA dans Moodle. Est-ce que vous savez déjà s'il est possible aujourd'hui d'intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans Moodle ? Ouais, il y a quelques... Alors nativement, avec la 4.5 qui arrive, il y a des fonctionnalités qui arrivent aussi. Après, pour ceux qui sont en 4.1 ou en 3.9, sur les versions de Moodle, il y a quand même quelques plugins. Enfin, il commence à y avoir beaucoup de plugins développés par la communauté. Et puis on va retrouver différents types de plugins, on va retrouver un peu classique des chatbots, donc de plusieurs styles, que ce soit sous format bloc ou purement du chatbot. Après on va avoir aussi des plugins de génération d'images, de génération de questions. Tu parlais des plugins, Théo, mais c'est vrai qu'il y a dans Moodle, nativement en fait, il y a une particularité, c'est qu'on va juste rentrer une clé de moteur d'IA, ce qu'on appelle les LLM. Ouais. Et on va pousser cette clé en fait directement à l'intérieur de Moodle et c'est ce qui va pouvoir abonder, on va dire, les services d'IA dans Moodle. Et après, il y a dans la 4.5, comme tu disais, il y a des choses qui sont nativement en fait intégrées. On y reviendra peut-être, notamment sur la génération de contenu. Puis il y a les plugins et puis on en parlait tout à l'heure, Théo, il y a les API aussi. Ouais, alors en effet, il faut pour comprendre un peu déjà comment ça marche dans Moodle, on a notre solution de base qui est Moodle, donc on a le cœur Moodle. Et on va venir apporter des nouvelles fonctionnalités via des plugins. Ces plugins, pour un peu comprendre ce qu'ils font, c'est que actuellement, ils vont se connecter, on va mettre ce qu'on appelle une clé API pour se connecter à un LLM. Donc ça peut être du Mistral, OpenAI, DeepSeek, ce genre de LLM. Et en fait, notre plugin, il va servir un peu de convertir, on va dire, le format du LLM. Donc on va lui poser les questions au LLM, il nous renvoie un format. Et le plugin donc, de Moodle permet donc de convertir le format du LLM sur Moodle. Et donc après, on peut utiliser de la donnée pour créer de l'image, de la vidéo, du texte, ce genre de choses. Ok, mais il y a aussi des API qui communiquent dans les plugins et qui communiquent avec d'autres services externes à Moodle en fait. Ouais, c'est ça. Après, nativement, les API ont toujours existé dans Moodle. Et en effet, on peut connecter soit un LLM, il vient mettre des infos dans notre Moodle, et après, il peut même aller les rediriger vers d'autres outils. Et en fait, ce qu'on appelle API, c'est un peu le format qui permet de communiquer avec les différents outils à distance. Ok, donc quand je saisis un truc dans Moodle, finalement, j'ai un truc qui est compris par le LLM, lui il le renvoie à un élément extérieur, et l'élément extérieur me ramène en fait une image, une vidéo, un texte, une série de questions, etc. Ouais. C'est ça, en fait c'est des outils, et alors il y a plein d'outils actuellement, même tous les gros outils du marché, ils communiquent via API, et ça permet de communiquer entre les différents outils, que ce soit Moodle ou autre, tous les formats, c'est le format classique un peu de l'outil, quoi. Ok, merci beaucoup. En gros, la grosse force des clés API, c'est aussi de pouvoir tout utiliser à un seul et même endroit, qui est en l'occurrence Moodle, si j'ai tout bien compris. Le but, c'est quand même de simplifier l'utilisation pour les formateurs et les gestionnaires. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour cette première introduction. Je pense que la communauté de Moodle, qu'elle soit francophone ou à l'international, a aussi quelques petites interrogations concernant les limites actuelles de l'intelligence artificielle intégrée à Moodle ou dans les environnements éducatifs. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce sujet-là ? Enfin, il y a forcément effectivement des limites. Il y a des limites techniques aujourd'hui, même si on ne sait pas
trop où est-ce qu'elles se situent, parce qu'on a l'impression qu'elles sont repoussées chaque jour. Il y a des limites en termes de ressources, c'est ce qu'on retrouve quand même beaucoup aussi dans les discussions au niveau de l'IA. Est-ce qu'il y a sans doute aussi des limites dans les usages et dans nos métiers de la formation. On traite de l'humain quand on fait de la formation, donc est-ce qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle pour de l'humain Théo, qu'est-ce que t'en penses? On peut remplacer tout le monde ou... Alors remplacer tout le monde, je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça tend de plus en plus à être une simplification et un gain de temps. Surtout sur voilà, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de plugins où le but c'est de faire gagner du temps à celui qui gère ou au formateur. Donc remplacer l'humain pas tout de suite sur ça. Après, sur la partie limite, en effet, sur les limites techniques, on repousse de plus en plus actuellement. C'est quelque chose de nouveau. On en parlait aussi tout à l'heure, c'est sur la partie innovation. C'est ce qu'on appelle de l'innovation. Donc le but c'est d'aller toujours plus loin et dépasser les attentes. Donc ça évolue rapidement. Parce que c'est un peu le sujet du moment, l'IA, donc forcément... Parmi les limites, il y a peut-être aussi la capacité de l'homme à s'adapter. Parce que, comme tu dis, Théo, ça va vite tous les jours. On découvre alors soit des nouveaux LLM, soit des nouvelles fonctionnalités, soit des nouvelles choses. En fait, on a l'impression qu'on est un petit peu étouffé en fait par tout ce flux de nouvelles innovations. Alors, on est constamment alimenté, on n'a pas le temps de tout tester. Enfin, je sais que toi, tu en testes beaucoup. On en teste beaucoup, mais en effet, il y a tellement de choses qui sortent. Alors, pour beaucoup actuellement, il y a comme des fois où c'est des doublons, c'est des choses qu'on retrouve ailleurs. Donc, en fait, on se rend compte que purement de la fonctionnalité, on a quand même un panel de fonctionnalités qui est à peu près pareil partout. On s'y retrouve. Après, sur purement des nouveautés, il en arrive quand même souvent, mais quand on fait un peu le tri et qu'on dézoome sur tout ça, on retrouve quelques grosses branches principales de fonctionnalités. Il y a une autre limite aussi, et on en a souvent parlé, alors moi je suis un petit peu plus ancien que vous, mais c'est quelque chose dont on parlait déjà quand les photocopieurs sont arrivés dans les centres de formation. Oui, vas-y, rigole. Dans les centres de formation, c'est est-ce qu'on a droit de copier, photocopier. Il y a une vraie question autour du droit d'auteur dans cette partie IA. Aujourd'hui, c'est quand même une grosse zone grise. Voilà, on voit un collectif d'artistes, là, j'ai vu, qui était un petit peu monté au créneau récemment dans une salle des ventes, mais on va avoir une question de propriété intellectuelle et de toute la partie expertise, voire de toute l'ingénierie qu'on est capable de mettre au service d'un projet de formation. Donc tout ça, forcément, amène beaucoup de questions. Donc peut-être que les limites sont dans les réponses aux questions, mais on n'a pas non plus beaucoup de réponses aujourd'hui. Non, forcément, comme c'est quelque chose de nouveau, le marché aussi s'adapte et évolue. Et même nous, on essaye de comprendre comment à la fois l'intégrer, mais sans dépasser les limites. Et garder ce côté de propriété intellectuelle, on va dire, en interne, surtout sur des projets actuellement clients, ou ça peut être des projets sensibles. Forcément, on sait que l'IA se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Donc on parlait aussi de propriété intellectuelle. Le but, c'est pas tout lui donner et qu'après il aille repartager ça ailleurs. C'est qu'on garde la propriété. Parce qu'il y a une question de souveraineté aussi. Tu évoquais différents LLM, les plus courants. On a beaucoup parlé de Mistral ces derniers jours, mais le plus connu, c'est OpenAI. Tu as évoqué un autre qui s'appelle DeepSeek. Ouais. Tout ça, c'est... Alors actuellement, en effet, la mode, c'est d'avoir son IA souveraine. Alors évidemment, ça c'est à l'échelle des pays ou des nations en tout cas, on va dire. Après, on sait qu'il y a des acteurs qui ont leur propre IA aussi en interne pour du privé. Donc la grande mode, c'est trouver, ou en tout cas obtenir l'IA souveraine et qui peut donc permettre de nous garder, on va dire, en interne un peu nos secrets, quoi. Nos secrets, garder ça en France, quoi, au moins, ou en Europe. Okay. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Mistral. Ouais, surtout que Mistral, là, de la semaine dernière, ils ont sorti une grosse mise à jour de la semaine dernière. Et leur outil a vraiment pris un gros point. Ils sont vraiment très bons. Ils ont même dépassé, je dirais, le niveau de OpenAI en termes de pertinence des réponses. Et surtout en termes de rapidité. Et puis aussi, la grande force, c'est que c'est souverain, quoi. Ok, donc voilà, des limites et on fait bouger, on s'adapte. C'est ça. Et puis, on s'adapte aussi en fonction des réglementations en vigueur qui arriveront petit à petit. Certainement. Eh bien, merci beaucoup pour cette partie. On parle effectivement que c'est un environnement qui bouge constamment. Si on se concentre un petit peu sur ce qui fonctionne bien déjà à l'heure actuelle, est-ce que vous pourriez me parler peut-être des innovations qu'a mis en place Moodle pour justement venir intégrer ces fonctionnalités d'intelligence artificielle dans Moodle ?
Alors, quand on est dans Moodle, en fait, nativement, on a la possibilité de générer des contenus, de faire des résumés. Donc, tout ça est complètement intégré dans Moodle. Mais sur Moodle 4.5 par contre. Sur Moodle Oui. 4.5, ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment un premier élément. Et puis, l'autre élément, c'est la possibilité, et là, tout réside dans la force de Moodle, finalement, de pouvoir venir amener tout un ensemble de plugins, donc de fonctionnalités supplémentaires qui vont pouvoir s'implémenter et venir enrichir ce qui existe nativement en Moodle. Dans Moodle, tu as repéré quelques plugins qui fonctionnent bien aujourd'hui, qui s'appuient justement sur ce qui existe dans Moodle. En effet, il y a quelques plugins sympas qui sont actuellement, l'avantage de Moodle, c'est que c'est open source, donc la communauté développe des plugins. Donc on en a quelques-uns qui sont déjà disponibles sur du Moodle 3.9 ou du Moodle 4.1, avant même d'être dispo on va dire nativement dans du Moodle 4.5. Et on va retrouver plusieurs types de plugins. Par exemple, là, j'en ai un de tête, c'est un qui permet de générer des images, donc directement nativement depuis Moodle. Un autre qui permet de générer dans notre banque de questions, des questions, à partir soit d'un prompt, soit d'un PDF par exemple. Donc c'est ce genre de petits plugins. En fait, c'est pas un plugin qui est d'un point de vue global de la plateforme, mais c'est un gain de temps, on va dire, pour tous les jours. Après, on va retrouver aussi des plugins un peu type chatbot, soit je disais tout à l'heure sous forme de bloc, purement du chatbot. Après, ça peut être du chatbot d'un point de vue global de la plateforme, d'un chatbot d'un point de vue même en dehors de la plateforme, donc qui est au courant de ce qui se passe dans le monde, ou soit vraiment restreint à un cours, il connaît le contexte du cours. On en a développé un en interne par exemple qui fait ça. On peut le limiter au contexte du cours, et donc forcément il répond en rapport avec le cours. Donc c'est genre de plugins qui sont sympas. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des petites fonctionnalités qui vont s'ajouter les unes aux autres. Il n'y a pas une réflexion globale au sein de Moodle pour enrichir et tout porter via de l'IA en fait. Après, en même temps, c'est pas le même travail. Aujourd'hui, on sait que Moodle est développé depuis plus de 20 ans. Donc en même temps, si on se dit du jour au lendemain, on va tout refaire Moodle, mais avec l'IA au centre, c'est pas la même quantité de travail que dire, ok, sur ces fonctionnalités-là, on va ajouter ça, génération d'images, génération de texte, qui sont plus simples à ajouter et qui sont d'un point de vue aussi aider aux formateurs. Après, tu évoquais la communauté open source. C'est vrai que souvent aussi, ce sont des innovations portées par la communauté qui vont ensuite s'inscrire dans le noyau Moodle. Donc peut-être que la génération de questions, la génération d'images, dans 2 ans, dans 3 ans, sera directement intégrée dans le noyau Moodle. À mon avis, ça sera même avant là. Ça sera peut-être avant là. À mon avis, aujourd'hui, on voit que ça évolue tellement rapidement que je pense que franchement, d'ici 1 an, ça devrait être natif à Moodle. Après, forcément, c'est pas nous qui gérons Moodle, donc c'est dur de dire oui, ça va être le cas. Après, c'est des choses un peu classiques qu'on va commencer à retrouver. En fait, ça va tellement vite qu'il y a des choses où on disait il y a 6 mois, c'est nouveau. Là, maintenant, on est habitué, on se dit oui, c'est normal. Donc, ça devrait arriver dans Moodle nativement. Actuellement, progressivement, la communauté fait bien son travail, donc on a quelques plugins cool à tester. Super. En attendant. Merci beaucoup. Et donc je rebondis sur ce que vous disiez aussi au début. Donc ces plugins-là, ils sont compatibles, ou en tout cas interconnectables à Moodle grâce justement à des clés API. Merci beaucoup. Donc si je résume un petit peu, on peut utiliser l'IA dans Moodle pour pouvoir évaluer, illustrer ou encore pour assister nos apprenants justement à l'intérieur des cours. Est-ce que vous avez eu peut-être connaissance de quelque chose qui permettrait d'aller encore plus loin que ces 3 cas d'usage-là ? Après, il y a plein d'outils qui permettent d'apporter des fonctionnalités. On va dire sur les fonctionnalités classiques, on en a parlé juste avant. Après, il va y avoir plutôt des fonctionnalités qui vont être aussi pour les créateurs de cours. Notamment, il y a il y a quelques outils qui ont été développés ces derniers temps. Il y en a qui permettent de créer des H5P dans des cours. Il y en a qui permettent autrement de créer des cours entièrement nativement. D'autres qui sont vraiment plutôt centrés sur de l'assistance d'utilisateur. Après, ça dépend ce qu'on cherche aussi. On tourne beaucoup autour de ces sujets-là. On travaille, nous, sur une autre étape qui va être aussi toute la partie adaptation des parcours, finalement, au contexte, donc pas simplement des cours, mais aussi de l'utilisateur. De pouvoir le faire avancer dans son parcours ou lui proposer des contenus de formation qui seront pertinents par rapport à sa progression, par rapport à ce qu'il fait. Et là, ça rejoint ce que disait Théo tout à l'heure, c'est qu'il faut pouvoir aussi alimenter ses propres LLM parce qu'on va pas envoyer des traces n'importe où dans la nature. Il faut pouvoir combiner tout ça, faire en sorte que les traces soient à la fois collectées et puissent être interprétées derrière. D'ailleurs, c'est la grosse problématique actuellement. On en parlait de souveraineté tout à l'heure. Mais c'est aussi ça qui ralentit, on va dire, le développement actuellement, c'est d'avoir des IA où tu n'envoies pas toutes tes données à l'étranger et tu sais pas presque ce qu'ils peuvent en faire. Actuellement, en tout cas, pour nous, les questions qui nous seront montées régulièrement, c'est d'avoir une IA souveraine ou comment on peut mettre en place une IA qui va pas nous coûter une fortune aussi.
Il y a cette question-là aussi, c'est que jusqu'à maintenant, l'IA coûtait rapidement cher quand on faisait du volume. Après là, sur du volume plutôt textuel, c'est de moins en moins cher et c'est de plus en plus accessible avec différents modèles. Après, sur la génération d'images, pareil, il y a un an, on voyait que c'était pas impossible, mais on voyait des rendus un peu bizarres. Là, on commence à en avoir. En tout cas, OpenAI fait ça bien depuis quelques temps. On a vu Mistral qui a montré des avancées aussi sur ça, même s'ils n'ont pas sorti leur modèle. Donc, toutes ces questions-là qui sont importantes, prendre en compte. En tout cas, nous, on a le point de vue aussi de créateur et on développe des outils pour la communauté. Donc, on a le point de vue derrière. Qu'est-ce qui coûte cher à mettre en place aujourd'hui pour nous et aussi pour nos clients. Et actuellement, le fonctionnement, c'est que quand on développe un outil pour la communauté, c'est le client qui va payer ses propres tokens d'API derrière. Donc l'idée aussi, c'est que ça ne coûte pas une fortune aux clients. Oui, forcément, c'est des limites qu'il faut... Enfin, pas les limites, mais c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est quel usage on fait. Comment on prévient les gens aussi, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais ça me fait penser à ça quand tu parles des images. On va créer on peut créer des fausses choses en fait grâce à l'IA. Ça peut être des fausses images, on en parle beaucoup. Ça peut être des fausses vidéos, ça aussi, qui sont pas des hallucinations, mais de rechercher le faux finalement. Mais on peut aussi le faire en texte. Par exemple, si on vient enrichir un contenu de formation d'un témoignage et que le témoignage, on peut lui demander un faux témoignage en fait directement à l'intérieur d'un cours. Et l'avantage, c'est qu'ils sont forts pour le faire. Ah, c'est ça. Oui, ça sonne bien, on dirait du vrai. Donc voilà, c'est des choses aussi, à mon avis, et je crois que dans l'éthique de Moodle, c'est quelque chose qu'on retrouve au travers des forums ou au travers de nous des échanges qu'on peut avoir au niveau du réseau des Moodle partners. On voit bien que cette question de l'éthique par le biais, par exemple, de mentionner quand une image a été développée par de l'IA, de mentionner sur l'image. Je pense que voilà, sur la partie génération de cours assistée par IA, il y a aussi une certaine forme d'honnêteté intellectuelle à le mentionner pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une IA aussi responsable, quoi. Enfin, une utilisation responsable. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt la vraie question, c'est d'avoir une utilisation responsable. Puisque l'IA, on ne maîtrise pas forcément actuellement ce qu'elle fait, et on parlait d'hallucination, etc., et puis de pouvoir aussi citer les droits d'auteur. On a cité les histoires de droits d'auteur tout à l'heure aussi, mais on y revient finalement, c'est de aussi réussir à identifier et à mettre en avant que ça a été généré via IA, et que soit on l'a enrichi, ou soit cette partie-là a été générée via IA, que nous on a apporté cette partie-là aussi. Actuellement, l'IA ne le fait pas nativement. Parler d'hallucination, ils ont tendance à vouloir répondre de n'importe quelle manière, on va dire, à notre question. Ils ne peuvent pas nous répondre non, je ne sais pas. Donc c'est aussi à nous de faire le pas et de trouver le moyen de, quand l'IA ne le sait pas, de le mettre en avant, et quand elle sait, de aussi dire oui, ça a été généré via IA. Merci bien. Ce qu'on pourrait résumer, c'est aussi qu'il faut pouvoir faire une utilisation de l'IA, donc qui est responsable effectivement, mais peut-être maîtrisée aussi pour que les formateurs ne se sentent pas complètement perdus dans l'utilisation de ces outils-là. On m'a dit dans l'oreillette aussi que eLearning Touch avait justement accentué ses efforts sur la partie génération de cours dans Moodle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Ouais, parce que moi, en fait, j'ai entendu plein de trucs, vous allez rire encore, mais j'ai entendu plein de trucs sur l'IA, et alors on a dit qu'il faut que les formateurs apprennent à prompter. Eh ben moi, j'ai été formateur pendant de nombreuses années. Si on me dit il faut que tu apprennes à prompter, autant vous dire que ça va vite me casser les pieds. Alors je vois bien le côté un petit peu ludique, puis alors je vais tout lui expliquer, je vais lui donner le contexte, etc., etc. Mais alors s'il faut que j'utilise des codes pour qu'ils me comprennent, ça me plaît pas trop. Donc je trouve que alors même si le prompt sans doute est important, mais on a pensé effectivement à un outil qui soit différent. On n'a pas besoin de prompter en fait, parce que une assistance au prompt en quelque sorte. Ouais, faut pas le voir le prompt en fait. Un prompt, voilà, à la limite, il veut rien dire, Théo. C'est des instructions en fait. Des instructions. On lui donne des instructions. Il n'y a pas de liant, il n'y a pas de sens. C'est pas, enfin voilà, il va déduire le sens qu'on veut lui donner par rapport à quelques instructions. En effet, alors l'inconvénient du prompt, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des manières de faire un prompt précis, et on va dire pour le 3/4 des personnes, même moi, le premier, faire un prompt précis, c'est compliqué à suivre et à imaginer. Donc s'il y a des choses à mettre en place pour que ça soit précis, mais en tout cas pour que ça soit cohérent. C'est pour ça, c'est aussi ça, le but, c'est de créer et de mettre en place un outil qui permet de simplifier ce qu'on ne voit pas derrière, mais dans tous les cas, c'est toujours un prompt. Ouais, il y a toujours un prompt. Alors c'est un peu le principe mais qu'on c'est a. des instructions en fait. Ouais, dans le plugin, c'est ce qu'on a imaginé en fait. C'est que le formateur va compléter en fait avec des informations
qui connaît des informations sur quel est le sujet de mon cours, quels sont mes objectifs pédagogiques, Qui sont mes apprenants. qui sont les apprenants, quels vont peut-être être les trucs focus sur lesquels il faut insister. Mais ça, il faut pas qu'il ait besoin de le formuler dans un prompt. Enfin, moi, c'est un gros mot pour moi presque. Parce que c'est voilà, sans doute qu'il aura peur de mal faire ou de mal prompter. Alors, on a même le mot prompter, le verbe prompter est arrivé dans le vocabulaire commun. Alors que bon, il faut remplir si on remplit des champs sur des choses sur lesquelles on a l'habitude et la manière dont on a l'habitude de les former, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins traumatisant pour celui dont c'est pas le métier de prompter en fait. C'est pas son boulot. Donc on lui a donné la possibilité comme ça de compléter les choses, de choisir des scénarios, et à partir de là, en fait, le plugin que l'on a derrière va établir le prompt, puisque effectivement, comme tu dis Théo, il y a forcément un prompt derrière, mais c'est complètement transparent pour le formateur, et lorsqu'il va rentrer ses différentes sources, ses supports, ses PDF, ses vidéos, etc., il va obtenir son cours Moodle en fait. Donc ça c'est tout l'enjeu de simplifier les choses à la fois en termes de démarche, mais aussi en termes de sens, de sens des choses. Et de pas, c'est comme si je disais, pour écrire une page web, il faut maîtriser le code quoi. Aujourd'hui, les gens qui font des pages web, ils maîtrisent pas le code. Ils demandent à l'IA. Ils demandent à l'IA pour faire le code. Non, mais en effet, ce que tu disais, c'est que le but, c'est de simplifier à la fois pour le formateur de créer son cours. Donc en effet, qu'il n'ait pas besoin de maîtriser ce côté prompt parce que c'est quelque chose en fait de technique. Alors nous, forcément, on a la tête dedans tous les jours, donc on est un peu plus habitué, mais il faut s'imaginer aussi côté formateur que ça soit accessible. Et puis après, c'était aussi d'avoir une création, en tout cas sur un format natif Moodle, puisque actuellement, ce qui est généré, c'est tout est au format natif Moodle, tout est modifiable. Oui, avec notre plugin Course AI, effectivement, on arrive en fait à un cours, et dans ce cours, on va avoir des pages, on va avoir des forums, on va avoir des quiz, on va avoir des glossaires, on va avoir des activités H5P, on va avoir des classes virtuelles, mais tout ça en format Moodle en fait. Ce qui fait que lorsque on n'a plus besoin d'être connecté finalement avec l'IA une fois que le cours est généré, on a une véritable structure complète avec des scénarios pédagogiques qui ont été traités, imaginés par nos ingénieurs. Et à partir de ce moment-là, pour le formateur, c'est déjà en fait vraiment une assistance à avoir un premier niveau de cours. Et bien sûr, à partir du moment où il maîtrise un petit peu Moodle, il va pouvoir rentrer dans chacune de ses activités pour les modifier, il va pouvoir en ajouter, il va pouvoir en supprimer, les réorganiser s'il le souhaite. Mais on aura évité tout le syndrome de la page blanche du formateur qui ouvre un cours Moodle et qui découvre qu'il va devoir ajouter chaque activité une par une à la main. Donc, à la main, là il va le faire à la main aussi, mais on va dire que ça va être assisté, ça va aller beaucoup plus vite, parce qu'on est sur des temps de génération d'un cours moyen, sur l'ordre de 3 minutes à peu près, pour avoir un cours illustré. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui soit sympa. Mais tout ça, ça part bien sûr grâce à l'IA, mais c'est aussi parce qu'on a réfléchi nos process, interrogé finalement notre propre intelligence pour savoir qu'est-ce que l'on voulait. Et moi, je veux pas juste être un prompteur ou transformer les formateurs en prompteurs. Ils ont toute leur plus-value à venir amender ce qui a été proposé par l'IA en termes de contenu, et puis repenser les scénarios ou des premières bases de scénarios qui auraient été pensées, parce que c'est eux qui connaissent leurs apprenants, c'est eux qui connaissent les points clés, les points difficiles parfois ou les notions difficiles qu'il faut aborder et sur lesquelles il faut venir faire un petit focus. Ça, c'est aussi leur boulot que d'être dans l'accompagnement de leurs apprenants. Qu'ils utilisent l'IA, oui, et qu'ils utilisent l'IA intelligemment, ça sera encore mieux. Et tout à l'heure, tu parlais du syndrome de la page blanche, mais en effet, dans le plugin, soit on peut partir vraiment purement d'une thématique, donc d'un titre, mais aussi de pouvoir importer nos propres sources et nos propres PDF si on les a déjà réalisés en interne. Ouais, Par exemple, fait, ouais. Dans le fait de convertir une formation qui était classique sur un format PowerPoint, sur purement du Moodle, en apportant du PDF et en demandant à l'IA de se baser que sur ça aussi. Ouais, c'est ça, on peut avoir ses propres sources, mettre des PDF, mettre du PowerPoint, ou mettre une vidéo qui nous a sur laquelle on souhaite s'appuyer pour pouvoir alimenter finalement son cours. C'est complètement faisable avec ce plugin là, et sans qu'il y ait de code en fait. Voilà. Donc ça c'est quand même un gros intérêt pour aller vite bien et surtout reprendre les choses bien pour pouvoir faire en sorte que ça ait du sens pour les apprenants. Donc si aujourd'hui j'ai animé une formation complètement en présentiel
avec un support PDF ou que je me suis enregistrée avec une caméra sur l'animation de ma formation, je vais pouvoir générer un cours directement avec Coursaï en quelques minutes du coup. Ouais, par tout à rapport fait. à On ce que pourrait j'ai fait, passer le podcast qu'on est en train de faire. On peut le passer quand tu l'auras monté. On pourra le passer dans Un cours lié à Coursaï Moodle. et on aura peut-être, on verra. Il faudra bien sûr le regarder ce que ça donne. Oui. Mais on aura un premier niveau de cours sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Moodle. Merci Jean-François et Théo pour la présentation de ce beau plugin. Aujourd'hui, nous voulions aussi parler d'une autre solution partenaire d'e-Learning Touch avec Romain Morvan de Corollaire. Bonjour Romain et bienvenue dans ce deuxième épisode du Moodcast. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît ? Ouais, bonjour Azélis. Moi je suis ingénieur, ça va faire 2 ans que je travaille sur Corollaire. Avant ça, j'ai passé 4 ans dans le conseil chez KPMG comme data scientist et j'ai fait un saut en politique lors des législatives en 2022. Monter ma boîte, ça me trottait la tête depuis quelques temps déjà. Mes engagements politiques autour de la mobilité sociale principalement, ça a fait que l'éducation, la formation, c'était un secteur privilégié pour entreprendre. Et disons que les besoins qu'on a identifiés et la maturité des technos ont fait que mes compétences en IA ont été rapidement mobilisées, je dirais. Et puis, Corollaire, on y arrive. Donc, c'est une plateforme qui permet aux entreprises et aux écoles de créer des tuteurs IA personnalisés pour aider leurs apprenants à mieux se former. Super, merci beaucoup. Donc justement, entre Corollaire et Moodle, je crois que vous avez développé des jolies petites choses récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, tout à fait. Bon, Corollaire, c'est l'entreprise, mais c'est aussi le nom du plugin Moodle qu'on a développé pour distribuer notre solution, en effet. Le plugin, il embarque toute l'intelligence Corollaire, donc l'ensemble des fonctionnalités, mais dans la plateforme Moodle, sans que les administrateurs, les formateurs et évidemment les apprenants aient à sortir de Moodle pour en profiter. Et concrètement, ça permet aux formateurs de créer des assistants IA à partir de leurs ressources pour proposer à leurs apprenants une assistance 24/7, je dirais. Donc, au-delà de ne pas ajouter un énième portail où il faudrait se connecter, l'intégration, ça permet surtout de récupérer directement les ressources des cours depuis Moodle, donc les cours natifs, des PDF, des vidéos, et puis d'autres activités à venir, pour servir de base de connaissances à l'IA. Et ça permet aussi de pointer directement l'IA sur le cours correspondant en un clic. Pas besoin de rajouter une activité ou un bout de code HTML, disons. Donc, c'est à la fois unique par la techno et évidemment l'expérience que Corollaire propose, mais aussi du coup dans la profondeur de l'intégration Moodle. Génial, merci beaucoup. Tu parlais effectivement que c'est un outil qui est aussi bien assistant pour les formateurs et pour les apprenants. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des bénéfices que les apprenants et les formateurs vont tirer de l'utilisation de Corollaire dans Moodle ? Oui. Pour les apprenants, on va dire que c'est un assistant IA embarqué sur leur cours, sous forme d'une petite bulle à droite qui s'agrandit lorsqu'on le sonne. Et c'est disponible en tout temps pour répondre à leurs questions lorsqu'ils sont bloqués ou qu'ils décrochent. Et ça leur permet aussi de s'auto-évaluer. On appelle ça un tuteur IA chez Corollaire. Certains diront chatbot, mais le principal est là. C'est un assistant disponible tout le temps pour mieux apprendre. Et les réponses qui seront faites par l'IA seront toujours sourcées, donc pointeront vers les documents sources du formateur et même parfois illustrées lorsque c'est pertinent, des schémas, des graphiques qu'on aura pu récupérer et qui viendront aussi de ces supports-là. Pour le formateur, je dirais d'abord c'est l'assurance de proposer une modalité pédagogique pertinente dans ses cours qui va drastiquement faire chuter je dirais, le taux d'abandon et sur lequel ils auront totalement la main. Ils configurent les sources et l'IA ne pourra répondre qu'à partir de celle-ci. Et bénéficier ensuite de l'analyse de ces conversations. Faut savoir que c'est une mine d'or hein, pour faire évoluer ces pratiques et évidemment assister ces apprenants, je dirais, là en réel. Et soit pour le formateur ou même pour l'organisation. Faut savoir que leurs apprenants utilisent déjà l'IA en parallèle. Là, je parle plutôt des modèles commerciaux. Donc, avec Corollaire, il vient d'apporter une solution encore plus pertinente et vraiment pédagogique parce que c'est balisé sur leur sujet et puis du coup, ils en bénéficient aussi. Super. Bon, moi j'ai déjà eu l'occasion de tester, mais effectivement, ça marche très très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais déjà donc des retours d'expérience à nous partager, peut-être uniquement la version de Corollaire en mode SaaS, ou bien aussi avec le plugin Corollaire directement intégré dans Moodle ? Ouais, je vais carrément parler de Moodle. Allons-y. Donc là, il y a un cas d'usage sur lequel on peut vraiment consolider des retours. Il y a d'autres, je dirais, niches, d'autres façons de distribuer Corollaire, mais
celui sur lequel on a le plus de retours aujourd'hui, c'est les tuteurs qui sont déployés sur des modules à suivre à distance avant des sessions de présentiel, plutôt dans l'enseignement supérieur, dans la formation pro, et on le voit au CNAM ou à l'IESEG, par exemple. Donc, pour ça, c'est un gage d'efficacité pour eux, leur pédagogie inversée, avec des étudiants qui ne déchantent pas lorsqu'ils se forment en autonomie et des formateurs qui savent par où commencer les cours en présentiel. C'est principalement ça l'usage. Et le tuteur vient donc en répondre à toutes les questions de cours. Ils peuvent s'auto-évaluer. Et on voit quand on approche des examens, les tuteurs sont sursollicités. Et pour le prof, c'est une vue unique sur les sujets bloquants à partir de la catégorisation des conversations qu'on fait grâce à l'IA. Et il peut faire derrière évoluer ses modules ou préciser des sujets, même dans le forum en amont. Voilà. Pour ce qui est des chiffres, je dirais qu'on n'a pas lancé d'études randomisées pour en avoir précisément. Cela nécessiterait sûrement beaucoup de rigueur et même de dire aux organisations qu'on divise le montant des licences par deux pour n'équiper que la moitié des effectifs. C'est pas l'idée aujourd'hui, mais c'est en réflexion. Et du coup, le tuteur, on peut effectivement choisir de le mettre sur un cours de la plateforme ou bien sur tous les cours. Est-ce que ça, on a vraiment la main pour décider si on souhaite être assisté par un tuteur IA ou pas du tout? Ouais, totalement. Corollaire, lorsque c'est installé sur Moodle, ça ne va pas automatiquement équiper tous les cours de tuteurs. C'est vraiment chaque formateur ou chaque concepteur. Là, ça va dépendre un peu des organisations, la pratique qui vont pouvoir créer donc, un tuteur par cours. En général, c'est ce qu'on va conseiller. Comme ça, c'est pertinent. On oublie le prompt engineering pour pouvoir réellement interagir avec le tuteur. On peut se contenter de faire des réponses très courtes parce que le tuteur ne maîtrise qu'un sujet restreint qui est celui de tout le cours ou tout le parcours. Donc, ouais, c'est bien ça. Génial, eh bien merci beaucoup. Est-ce que en exclusivité, tu crois que tu pourrais nous partager un petit peu plus d'éléments sur la roadmap de Corollaire? Ouais. Je peux faire ça. Bon, je dirais que pour rendre ces tuteurs encore plus utiles pour apprendre au quotidien, on souhaite les doter de deux fonctionnalités majeures qui sont intrinsèquement reliées. On constate que parfois les apprenants veulent se saisir du tuteur car ils ont besoin d'assistance ou même ils sont intrigués, mais ils savent pas par où commencer et donc savent pas spécialement que demander. De même, on constate que dans un certain nombre de cas, les demandes d'un apprenant, je dirais, appellent à une réponse plus profonde que celle apportée à la question posée, même si elle est déjà complète et qu'elle pointe vers les ressources d'origine. Et donc, dans les deux cas, ce qu'on va essayer d'aller résoudre en articulant le contenu d'origine sous forme de micro-learning, que le concepteur pourra évidemment retoucher, et qui viendra en complément du parcours dans lequel il s'inscrivent. Donc là, je dirais le micro-learning ou les quelques cas pourront être commencés spontanément dès le début, par exemple quand on ne sait pas par où commencer, ou ça pourrait être apporté en complément d'une réponse lorsque c'est nécessaire, afin de suggérer à l'apprenant de se replonger dans une notion spécifique ou les notions attenantes dans un format assez efficace, je dirais, et puis s'auto-évaluer pour passer à la suite. Puis la deuxième fonctionnalité, j'arrêterai là ensuite, c'est pour compléter ça finalement, c'est pour des raisons de praticité, d'adaptivité, même d'accessibilité, je dirais, des fonctionnalités adjacentes qui sont sur la voie et même les illustrations qui sont en préparation. On pourra parler au tuteur, écouter la réponse, voire, je dirais plus tard, on pourra imaginer rien à travers des avatars. Donc voilà, tout ça, ça nous ouvre des opportunités de marché pour que la conversation avec le tuteur puisse même être prolongée bien en dehors de Moodle. On peut l'imaginer dans la poche par la suite comme un assistant pour se former quotidiennement sur mobile par exemple, en déplacement, sur le terrain, en situation de travail, avec par exemple des rappels un peu à la Duolingo pour se replonger dedans. Eh bien merci beaucoup. On arrive au terme de notre petite interview du jour. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des outils d'intelligence artificielle dans Moodle dans les 3-5 prochaines années? Moi, je pense qu'il va avoir une forme, on va dire la forme ultime et la forme finale, ça va être on en a parlé aussi tout au début, mais c'est le fait qu'il y ait l'IA partout dans Moodle, c'est-à-dire que ça soit actuellement c'est plutôt au niveau d'une activité, d'un cours, aide à la création, mais que ça soit vraiment d'un point de vue par exemple accompagnement d'un apprenant, c'est-à-dire que l'IA elle sait qu'est-ce qu'a fait l'utilisateur, quel parcours il a suivi, quelle note il a eu, et pouvoir par exemple lui suggérer d'autres cours ou des ressources en rapport avec les notes qu'il a eues ou avec les avis qu'il a eus. Je pense que à terme, alors à terme non, puisque ça sera, on va pas finir sur ça, mais ça sera, on va dire, ça sera la grosse évolution, c'est-à-dire c'est d'avoir l'IA intégrée vraiment d'un point de vue global de la plateforme. Voilà, on a parlé tout à l'heure aussi de corollaires qui ont un outil vraiment d'assistance. Je pense que voilà, la forme ultime, ça va être aussi de l'assistance à la fois à celui qui veut créer son cours, mais à la fois à l'apprenant à suivre ses cours et à évoluer et puis à s'améliorer.
Parce que c'est ça, je pense, même le but c'est de pouvoir apprendre. Ouais, il faut revenir, tu as raison, il faut revenir sur le sens en fait le sens de Moodle, hein, qui est quand même de faciliter à tout à chacun sa progression et puis arriver à mieux apprendre ou avoir des solutions qui lui permettent de mieux apprendre. S'il peut venir un peu en appui, alors côté formateur pour pouvoir faciliter et puis proposer finalement une gamme d'apprentissage plus importante, ça donnera aussi plus de possibilités à chacun de construire ses parcours. Et puis, si on peut venir un peu sous la forme d'une espèce de coach, c'est un peu l'idée de corollaire, Ouais, avec sur l'approche de coach, voilà, ouais. de tutorat. On sait que c'est quelque chose qui est aussi, notamment à la formation à distance, très très important pour pouvoir avoir des dispositifs qui fonctionnent. Donc, tous ces éléments vont peut-être, enfin espérons-le, se combiner les uns avec les autres, peut-être pour pallier, voilà, des choses qui en formation en ligne pouvaient paraître un petit peu plus délicats ou qui font encore débat. Mais c'est des choses qui vont sans doute. Ça va être... Est-ce qu'on parlera encore d'IA ou est-ce qu'on parlera peut-être simplement des fonctionnalités de l'outil? Moi, je pense qu'à terme, peut-être que- là, c'est la nouveauté, donc forcément, c'est le mot qui sort tout le temps, mais je pense qu'à terme, C'est ça ça. sera une habitude, on va dire, et on le verra même plus, ça sera intégré. Mais parce que c'est quelque chose qui est possible d'être fait aujourd'hui, on va dire, en bidouillant, en mettant des plugins les uns avec les autres. Ouais, ça sera mieux intégré, ouais, C'est sans ça, doute. ça sera mieux intégré, oui. Et puis peut-être qu'on plus parlera transparent. plus d'IA et que l'IA sera tellement passée dans le quotidien que finalement ça sera absorbé complètement et on se posera plus la question et quand on se retournera on dira ah là là au début je promptais au début il y a 2 ans ou 3 ans tu promptais et en fait c'est quelque chose qui n'existera plus. Ou alors on aura peut-être d'autres systèmes puis les choses vont encore évoluer, ça va à une vitesse je pense incroyable. Donc il faut arriver aussi à absorber tout ça. Et puis on a touché quelques limites tout à l'heure sur voilà, l'impact écologique, sur L'éthique aussi. l'éthique, sur la réglementation. Donc voilà, peut-être qu'il y aura aussi peut-être des freins et que ça n'ira pas aussi vite que ce que l'on pense. Peut-être, je crois pas qu'on fera marche arrière, mais bon, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Quand ils se sont transformés en robots. Ça va tellement vite que c'est quand même c'est quand même assez incroyable. Peut-être qu'on aura un peu plus aussi la dimension d'IA prédictive ou analytique qui sera aussi... Ouais, je pense que ça va être cette approche-là. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé d'IA générative, mais en effet, c'est alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, c'est sûrement pas mis dans Moodle, c'est que le coût d'implémentation n'est pas le même, parce que le coût est à la fois humain, mais purement financier. Hein. Et c'est de réussir à mettre une IA d'assistance ou de coach d'un point de vue global d'une plateforme, c'est pas le même travail qu'on va dire entre guillemets juste générer une vidéo ou une image ou du contenu. Ouais, puis on est tous en train d'apprendre un peu à dompter cette nouvelle techno, donc Oui. donc il y a des nouveautés qui sortent, mais en fait on n'a pas eu le temps d'assimiler les nouveautés du jour comme on disait tout à l'heure, il y en a déjà 3 autres qui sont arrivés, donc ça va super vite, donc il faut va falloir s'habituer à jongler un peu avec tout ça et savoir qu'est-ce qu'on va retenir finalement de nos usages et de la manière dont on va l'utiliser. Merci beaucoup. Avant de terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos chers auditeurs pour pouvoir justement bien utiliser l'intelligence artificielle et surtout se sentir dans un usage avec de la maîtrise? Je pense que c'est de la curiosité en fait. Faut, même d'un point de vue, alors pas forcément que sur Moodle, mais de tester déjà les différents modèles d'IA. Ils ont tous actuellement presque ils ont tous un accès libre, en tout cas gratuit pour tester, comprendre. Alors forcément, ça sera qu'une approche prompt, donc ça sera pas pareil. Mais déjà au moins d'avoir la curiosité de tester les outils, de comprendre à la fois peut-être les limites ou de comprendre comment on peut l'utiliser. Et déjà avoir, on va dire, une compréhension un peu plus globale. Et puis après, de toute façon, voilà, l'IA va arriver très vite dans Moodle à différents niveaux. Donc pour ceux qui utilisent déjà Moodle, ça arrivera dans leurs mains un moment ou un autre. Mais voilà, d'avoir la curiosité de tester. Et la curiosité, il y a aussi ne pas faire confiance 100% à ce qui sort de l'IA. Je pense qu'il y a se former alors ça passe par la curiosité, mais il faut se former et se tenir informé en fait de toute cette partie-là. À partir de ce moment-là, on arrivera à limiter les craintes et à en faire un bon usage. Puis d'une manière plus générale, pour le formateur,
ouais, il faut que c'est quand même son métier la pédagogie, donc ça nécessite des relectures, ça nécessite de réadapter des choses. Et il faut pas croire que tout se passera en un claquement de doigts. Donc forcément, il y a voilà, des travaux. On a eu les mêmes types de débats, hein, il y a, au début d'Internet sur l'utilisation du mail, parce que voilà, ça n'a pas être bon pour la communication. Il fallait pas utiliser Wikipédia. Les réseaux sociaux, c'était interdit dans les centres de ressources. Les téléphones, voilà, tout devait être éteint, et pourtant il n'y a pas Internet sur les téléphones. Donc on a déjà eu des débats un petit peu comme ça sur l'innovation, et qu'on retrouve un petit peu au niveau de l'IA, y compris ce qu'il faut interdire ou pas interdire. Je pense qu'on est face à quelque chose qui va vite et sur lequel qui va investir nos vies. Donc il faut apprendre à comprendre tout ça. Et ne pas non plus lui faire une confiance aveugle. Donc gardons les yeux et les oreilles bien ouvertes. Et je pense aussi qu'il faut savoir, le fait d'avoir la curiosité, ça peut permettre aussi de ne pas avoir peur de l'outil. Parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais je pense aussi que, alors nous pareil, on a la tête dedans tous les jours, donc forcément on a passé cette étape de peur, ok ils vont nous remplacer. C'est plutôt sur... Ouais, c'est pour ça que je dis que le formateur, il n'ira jamais prompter en fait. Non, c'est pour ça. Il y aura 5% qui vont prompter, qui continueront à prompter. Mais pour les 95%, non, ça va c'est pas possible, c'est pas leur métier. Donc ouais, il faut apprendre, comprendre comment ça fonctionne, et puis s'approprier l'outil à son rythme, en pensant toujours à pourquoi je l'utilise, parce qu'il y a des choses aussi où il n'y a pas besoin d'IA. On n'est pas toujours obligé de l'utiliser. Et puis il n'y a pas besoin de plusieurs jours aussi pour l'apprendre. C'est que, enfin, pour découvrir comment marche l'IA, ça peut être fait en quelques heures, en testant même en quelques heures, on a le temps de tester plusieurs outils et de tester plein de choses. Ouais, il y a un super annuaire qui a été fait par l'atelier du formateur, par Isabelle Remond, sur le sujet de l'utilisation de l'IA et sur des cas d'usage en fait de l'IA en formation, qui est hyper riche, qui est très très bien illustré. Et justement, feuilleter ce genre de documents, ça permet de s'approprier les choses, puis après on joue un peu avec, et puis on retient ce qui nous paraît intéressant pour notre quotidien, et puis le reste soit on l'utilisera plus tard, soit on l'oubliera, parce que voilà, on va dans ce qu'on voit aujourd'hui, il y a plein de choses qui seront complètement oubliées dans c'est pas dans 10 ans, on en parlait dans 3-5 ans, mais 6 mois, non, même pour certains, à la vie, ça va tellement vite aujourd'hui. Donc non, c'est pas, voilà, en tout cas, faut faire une veille, je pense. Après, pas besoin d'être tous les jours aux aguets à savoir qu'est-ce qui se passe, mais... Non, c'est pas supportable, ça, en fait. Non. On n'y arriverait pas, en fait. Non, c'est pour ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des... que tout à l'heure, tu as parlé de l'atelier du formateur, c'est aussi, je pense, un peu leur rôle, c'est de simplifier l'information et de... de la rendre accessible, et puis de la vulgariser aussi dans la manière dont on aborde les choses, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On reviendra. Un prochain Moodcast, tu vois. Ouais, avec plaisir. Merci. Côté actualité de Moodle, un nouveau partenaire intégrateur certifié vient d'être nommé par Moodle, Advacheck. Cette solution permet de vérifier si des contenus textuels ou des images ont été générés par l'homme ou bien par une machine. Les formateurs peuvent également vérifier si des contenus ont été plagiés. Vous pouvez aller découvrir cette intégration certifiée Moodle sur moodle.com. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode du Moodcast. Nous espérons que nos conseils et prises de recul sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Moodle vous permettront à vous aussi de bien l'utiliser. Si vous souhaitez nous proposer d'autres sujets pour nos prochains épisodes ou simplement nous communiquer vos retours, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires dans notre post LinkedIn dédié. Merci pour votre écoute, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Moodcast. D'ici là, rendez-vous sur notre blog e-Learning Touch pour poursuivre vos aventures Moodle. À bientôt!